Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro, vous voyez ici la lagune de Barra da Tijuca, on est ici au Village Mall, c'est un centre commercial de luxe, le plus grand luxe de Rio de Janeiro, avec des boutiques comme Louis Vuitton, Armani et des grandes marques internationales, mais aussi de très bons articles de la mode brésilienne. D'ailleurs souvent on ne connaît pas la mode brésilienne, on s'imagine qu'il n'y a rien qui se passe ici, on a de superbes marques, Fuel qui ressemble beaucoup à Diesel, il y a Aviator qui ressemble beaucoup à une autre marque européenne et en qualité et des choses tout à fait équivalentes en qualité et en design, mais beaucoup moins cher parce qu'on est au Brésil et en plus c'est fabriqué au Brésil. Está fabricado aqui au Brasil. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'investigations sur William Reich et sur le New Age. Alors, comme je vais retourner dans mon hôpital qui est à quelques pas d'ici, je trouvais l'occasion trop bonne de savourer une glace avec une de nos amies, de nos associés, et puis de vous faire partager ce très joli paysage. Donc, on se retrouve juste après le générique pour continuer notre investigation sur le New Age et sur William Reich. A tout de suite. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Le premier point que nous allons passer en revue est la vision gnostique, centrique et cyclique. Nous sommes habitués à une vision qui est celle de l'Occident, où on nous enseignait que le temps va du passé vers le futur, c'est ce qu'on appelle l'échelle du temps. Et puis on est habitué à une vision qui est complètement héliocentrique, c'est-à-dire que le Soleil est au centre, et autour, on voit les planètes tourner chacune sur leur orbite, la Lune tournant autour de la Terre. Cette vision héliocentrique et cette vision temporelle, vous devez absolument l'abandonner lorsque vous rentrez dans le domaine de la gnose. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la gnose fonctionne sur un modèle qui est complètement humano- et géocentré. Il y a l'être humain qui est au centre, ici, de l'espace. Et cet être humain, il va observer au-dessus de lui le jeu du Soleil et de la Lune, ainsi que des 5 planètes visibles à l'œil nu. Il va voir les 9 constellations polaires que visite l'axe polaire de la Terre
pendant 26 000 ans. C'est ce qu'on appelle la grande année de 26 000 ans de précession des équinoxes. Hein. Et le zodiaque, le soleil, met 26 000 ans, presque 27 000 ans pour revenir à son point de départ, à l'horizon, le jour du printemps. Autour de lui, ça c'est la réalité métaphysique au-delà du domaine physique. La réalité physique, elle est une illusion. La réalité, c'est en l'air, c'est dans les étoiles. Ici, autour de nous, c'est une illusion. Cette illusion, elle est générée par le jeu des 4 éléments, 5 éléments même. Le 5e élément, c'est cet élément métaphysique, l'élément espace. Les 4 éléments, c'est l'air, le feu, l'eau et la terre qui, en se mélangeant entre eux sur une certaine composition, eh bien, va donner tout ce qui nous entoure, notamment dans les sociétés de sédentaires, des sociétés où il y a 4 natures psychiques. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième point qui s'appelle les castes, ou plutôt les castes et clans. Castes et clans de la société synarchique, que ce soit une société de nomades, comme celle-ci, ou que ce soit une société de sédentaires. Donc, on garde bien d'un point de vue que l'homme est au centre. Au-dessus, il y a la métaphysique qui est reflétée par le jeu des luminaires, des étoiles et des planètes et des étoiles. Le jeu des 4 éléments autour de cet élément espace autour de nous, l'homme étant au centre. Et en dessous, à l'intérieur de nous, il y a à la fois un processus complètement mémoriel, hein, c'est ce que le New Age appelle les mémoires akashiques, mais ça ne veut absolument rien dire, c'est même très dangereux, c'est le fameux coffret Pandore de la mythologie grecque. Et on a cette énergie universelle. Alors énergie, c'est un terme qui veut rien dire, ça veut dire energeia, force en mouvement. Il y a une espèce de force en mouvement dans l'univers, une force vitale, une force de vie qui va véhiculer des mémoires. Et ces mémoires, en se combinant avec les éléments, en se combinant avec des éléments proprement métaphysiques, va faire que chaque être humain a un destin. Le destin de chaque être humain, il est fixé par cette énergie vitale, les mémoires qu'il y a à l'intérieur, mais l'homme doit orienter sa volonté entre le soleil et la lune, et il y a aussi la providence divine qui vient du domaine métaphysique. Donc on a la providence, la volonté et le destin qui sont les 3 composantes en philosophie occidentale de l'existence humaine. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. On va ensuite passer, deuxième point, aux organisations en clans ou en castes des sociétés synarchiques, que ce soit des sociétés de nomades. On va voir comment elles fonctionnent normalement, comment elles fonctionnent lorsqu'elles se dévient. Ensuite, la société de sédentaires, comment elle fonctionne bien et comment elle se dévie. Et ça, c'est Platon qui nous l'a existé. On va voir que c'est un petit peu différent d'ailleurs pour les hommes et pour les femmes. Vous avez tout compris? C'est bien, on peut passer à la suite. C'est comme en maths, on fait étape par étape, on acquiert les bases et ensuite on peut avoir un raisonnement général qui va mieux vous expliquer pourquoi le New Age ne peut absolument pas être une solution et que derrière le spiritisme, derrière la théosophie, derrière l'anthroposophie, et c'est des propositions politiques qui correspondent, c'est-à-dire le nationalisme, le socialisme et le sionisme internationaliste ou mondialisme, et en réalité, il y a une sacrée arnaque aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue spirituel. À tout de suite. Nous allons aborder maintenant le deuxième point, c'est-à-dire celui de la synarchie. Qu'est-ce que c'est une synarchie? C'est une société dans laquelle il n'y a pas d'individualisme parce que tout le monde contribue à l'intérêt collectif et tout le monde y trouve un intérêt au niveau individuel. Alors à notre époque où le Dieu suprême, c'est l'argent pour les femmes, un mari riche et bien doté de ce côté-là, et puis pour les hommes, c'est la possibilité bien de rencontrer une forme d'autorité, une forme d'autorité de pouvoir en se mettant au service des puissants et pouvoir se ménager un espace de vie avec une famille, se reproduire. Hein. C'est le Graal suprême. C'est un point de vue qui est complètement matérialiste, complètement anormal du point de vue de l'histoire. Et on va voir eh bien que c'est même exceptionnel. Ça s'est jamais passé comme ça avant, sauf dans le cas du nomadisme dévié, dont on va parler maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est une société de synarchie? C'est une société de clans lorsqu'on est nomade, c'est une société de caste lorsqu'on est sédentaire, et synarchique, ça veut dire syn, ensemble, archos, le pouvoir. C'est-à-dire une forme de pouvoir qui fait que tout le monde y collabore ensemble, tout le monde a le pouvoir ensemble. Chez les nomades, ça prend une forme particulière qu'on appelle
l'organisation tribale ou clanique, et chez les sédentaires, c'est l'organisation en caste, qui est décrite par Platon, mais qu'on retrouve dans le système des djanas de l'Inde. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va d'abord traiter des nomades et de leur mode d'organisation. Qu'est-ce que c'est que le nomadisme dévié? On verra que le New Age, c'est intégralement du nomadisme dévié. Ensuite, qu'est-ce que c'est que des sédentaires? Comment ils fonctionnent? Et on va voir le cycle de déchéance des sociétés tel que Platon l'a formulé. En effet, on ne peut pas comprendre ce qu'est le New Age, on ne peut pas comprendre ce que font Golumski et Golumska, avec Mimi de Marseille, la folle qui veut sauver le monde, hein, et qui veut jouer les justicières surtout, parce qu'elle a l'impression de s'être fait entuber et qu'elle a décidé de se venger, alors qu'en réalité, elle devrait comprendre que la vie, c'est surtout, avant tout, une opportunité de se corriger. Et lorsqu'on veut donner des leçons aux autres, c'est certainement soi-même qui avons besoin d'être corrigés. Voilà. En particulier quand on est drogué avec des médicaments de longue date et qu'on est une quasi. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les nomades? Eh bien, les nomades, ils sont ils se nomadisent, ils tournent dans un circuit annuel, et puis ils ont au centre de leur société clanique un chaman. Le chaman, c'est un sédentaire qui a le pouvoir de descendre dans la grotte et dans la drogue, et sous l'effet des hallucinations qui sont provoquées par des herbes naturelles. Il va voir des choses du passé, des choses du futur. Surtout mentalement, il va contacter le gibier pour pouvoir mettre les chasseurs-cueilleurs, eh bien, dans leur cercle de pouvoir et dans les conditions spirituelles pour pouvoir chasser et avoir la viande dont ils ont besoin pour s'alimenter. Ça leur évite d'être sous la vengeance de l'âme des animaux qui va venir les chercher. Pour les femmes, dans la société de nomades, eh bien, c'est le matérialisme qui l'emporte, hein. Il ne faut pas se cacher, c'est les prémices des cultes, et puis c'est l'élevage des animaux, l'élevage des enfants, et puis un petit jardinet. Voilà. Elles vont principalement faire de la culture sur brûlis, puis elles vont se déplacer au cours de l'année. Ce système, il fonctionne très bien, il fait que les femmes, eh bien, sont les gardiennes des enfants, sont les gardiennes de la propriété, inventent des cultes, et de l'autre côté, que les hommes sont en quête de spiritualité, ils se connectent avec leur mentor spirituel dans les cieux, l'étoile qui les guide, et puis ils vont, à travers la chasse, prouver leur virilité, et puis se rassurer sur eux-mêmes, sur leur destinée. Lorsque ce système se pervertit, on rentre dans un système de razzia, c'est-à-dire que c'est celui de la République coloniale française, c'est celui de l'OTAN, c'est celui de l'ONU, c'est le système du hold-up. C'est-à-dire quand on n'a pas de dignité, qu'on est un nomade sans patrie, qu'on a un père pauvre qui a été obligé de s'exiler, qu'on a perdu les clés de sa maison particulièrement, eh bien on est obligé de se mettre au service de plus puissants, de voyous, et on rentre dans ce qu'on appelle la razzia. Voilà, c'est ce qu'ont fait les Turco-Mongols, etc., les Khazars, etc., qui sont rentrés dans des systèmes de razzia, de harcèlement. C'est ce qui se passe actuellement en France, c'est du nomadisme dévié. C'est pareil pour les juifs ashkénazes qui se sont déjudaïsés, qui ont apostasié le talmudisme. Ils se sont mis au service du système des Édomites, qui est principalement un système de civilisation irrégulière et de razzia. On verra un petit peu plus pour les Édomites, là on est dans les Khazars. Chez les femmes, c'est principalement des activités de sorcellerie, c'est-à-dire de la pharmacie, la connaissance des plantes, etc. Mais aussi l'hypnose, la séduction, la manipulation mentale, c'est l'application Néron, petit patapon, parce que le gros bouffon est le roi des cons, voilà, et qu'il n'y a que lui qui ne le sait pas, mais en tout cas sa femme, ça a l'air de l'amuser, et que par conséquent, eh bien, c'est sorcellerie et razzia à tous les étages. Alors, ça profite pendant un certain temps. Le problème, c'est quand on décide de se sédentariser. Parce que, notamment quand on va dans l'hémisphère sud, qui est polarisé sur la sédentarité, ça peut vraiment poser des problèmes. Comment est-ce que ça fonctionne le système de sédentarité? Alors, on laisse de côté le système des nomades, hein, avec le chaman, l'homme qui est spirituel, qui cherche un cercle de pouvoir et qui va à la chasse, la femme qui est matérialiste, qui invente les premiers cultes et qui est dans l'élevage des enfants, des animaux et dans le jardinet. Quand ça se pervertit, la femme va dans la sorcellerie et l'homme dans la razzia. Là, on rentre dans un système de sédentarité complète, et c'est ce que maintenant on va décrire et observer. Alors, ce système de sédentarité, comment est-ce qu'il fonctionne? D'abord, les femmes restent attachées à la cueillette et à la spiritualité, c'est-à-dire qu'elles vont sortir de la cité pour voir leur famille, par exemple, pour aller chercher des baies, des fruits, etc. Et puis elles vont développer une forme de spiritualité, où on le voit par exemple dans le cas de Sainte Élisabeth ou de la Vierge Marie, etc. Ce sont des femmes qui sont dans le cadre de sociétés de sédentaires qui vont développer une incroyable spiritualité par leur piété. Chez les hommes, eh bien, on le voit par exemple chez Joseph, le père de Jésus. C'est un homme qui est complètement religieux, hein, même s'il est un producteur, même s'il est charpentier. Généralement, les sédentaires vont se répartir en 4 castes qui correspondent
castes qui correspondent à 4 mentalités traditionnelles. Il y a ceux qui prient, qui soignent et qui pratiquent l'astrologie, les connaissances et les sciences, c'est ce qu'on appelle le clergé. Il y a ceux qui combattent vers l'extérieur, c'est l'armée, vers l'intérieur, c'est la police, qui administre, c'est l'administration, ceux qui jugent, les juges, etc. Moi, je viens plutôt de cette origine-là. Puis il y a les producteurs, c'est-à-dire les agriculteurs et les artisans, ceux qui vont produire de la nourriture et des biens. Et au final, il y a les soumis, c'est les gens qui sont pas très sûrs de leur orientation psychique et qui vont se mettre au service des autres. Alors, généralement, la soumission dans le judaïsme, elle dure 7 ans. 7 ans d'esclavage, ou 7 ans où on est l'esclave de quelqu'un d'autre. Puis on va intégrer une nécasse. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici dans l'hémisphère sud, au début, ils vont se soumettre au projet, ils vont le servir, puis ensuite ils vont aller soit dans une carte de producteurs, soit fabricants, soit paysans, soit ils vont se mettre à combattre au service de notre projet, soit ils vont avoir des religieux. Alors on a des gens qui sont venus dans notre projet de l'hémisphère nord, qui étaient des nomades, qui sont devenus parfaitement religieux. On a eu aussi quelques très bons combattants et qui sont toujours là, qui sont capables de se battre pour le projet. Et puis on a des gens qui veulent faire du jardin, qui ont déjà commencé d'ailleurs pour certains chez moi, puis qui ont du projet ou qui ont fait des activités artisanales. Puis donc ça passe par une espèce de cap de soumission au projet, puis après on trouve sa casse. Chez les femmes, évidemment, on a eu des femmes très spirituelles sur ce projet, qui sont venues de l'hémisphère nord et qui sont installées ici, très spirituelles, qui sont dans l'activité de cueillette. On a vraiment pu compter sur elles. Malheureusement, ce système de sédentarité, il peut se pervertir. Et c'est ce qui s'est passé en Europe, avant d'en arriver au nomadisme dévié qui prévaut actuellement avec les Khazars et les Édomites, surtout avec les Khazars. Eh bien, on a le problème des Khazars. Chez les Khazars, on a des femmes qui sont extrêmement matérialistes, qui ne sont intéressées que par l'argent et la vanité et la reproduction. Et puis, on a des hommes qui vont développer une spiritualité frelatée. Selon le cycle de Platon, c'est d'abord la timocratie, c'est lorsque la morale religieuse s'impose. Ensuite, c'est l'oligarchie, quand la propriété foncière puis financière s'impose et fait moralité. Ensuite, c'est la démocratie, c'est-à-dire la majorité des gens décident, quelle que soit la direction qui est imposée. Puis au final, c'est la tyrannie, celle des gens qui ont de l'argent, dont les femmes sont capables, qui vont faire une véritable razzia. C'est le hold-up mondial, comme dans le film Hold Up. Les femmes vont aller dans le New Age, qui est une véritable sorcellerie, et on va avoir des hommes qui vont développer un style de spiritualité complètement frelaté, dont je me suis moqué avec « je regarde au loin, je suis fort, 10 doigts, 11 doigts, mon Dieu Raymond !» Voilà, donc c'est la femme idiote qui croit qu'elle va sauver le monde d'un point de vue matériel, et puis c'est l'homme complètement idiot aussi qui a développé une spiritualité frelatée avec de la poudre de perlimpinpin, et puis des créations qui sont inspirées de la science, etc., qui ne sont que du savoir et jamais de la connaissance. Ces gens-là, ils nous mènent à la catastrophe et ils y vont eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle généralement dans l'hindouisme la révolte des kshatriyas. Alors je passe sur les faux combattants, c'est-à-dire les ignobles, ceux qui sont au service de la République, ils sont plutôt dans la razzia et le nomadisme dévié. Mais ici, on peut avoir des combattants qui deviennent complètement ignobles, parce qu'on est aussi dans un cycle, on est passé par un cycle de décadence. Maintenant, c'est fini puisqu'on rentre dans l'ère du lion. Le Brésil fait partie de ces civilisations à venir qui sont en train de se redresser. Mais on doit traiter en particulier, troisième point, de la révolte des kshatriyas, c'est-à-dire du retournement de la noblesse qui de noble devient ignoble. On va voir comment ça se passe et qu'en réalité commence tout ça à générer le New Age avec sa spiritualité frelatée. Étrange, mais parfaitement logique et parfaitement réglé. Alors dans ce troisième point, il y a un A, un B et un C. Alors petit A, on va voir exactement pourquoi c'est l'Occident seulement qui a été affecté en particulier par cette révolte des kshatriyas et pourquoi ça a amené la situation actuelle avec les Édomites qui ont été aidés par le nomadisme dévié des Khazars, c'est tous ces Ashkénazes qui ont apostasié. Comment ces Édomites-là, qui sont des Sémites fous, en fait, ont monté cette espèce de projet fou d'empire romain, enfin d'empire grec, puis d'empire romain, et maintenant d'empire anglo-américain, avec ce projet de gouvernance mondiale. En réalité, c'est parce que les Occidentaux, contrairement aux autres races, entre guillemets, c'est des gens qui, depuis longtemps, n'ont pas eu de civilisation. Donc, les Occidentaux, ils ont toujours eu un caractère assez mêlé, plus proche du nomadisme que de la sédentarité, ce qui n'est pas le vrai des Africains, qui sont vraiment les experts de la sédentarité, des Américains du Sud ici, des Chinois, par exemple, ou de l'Inde, à cause notamment de questions, la Chine parce qu'elle était isolée, l'Inde pour des questions géologiques, puisque le continent vient de l'hémisphère sud et qu'on est plutôt conditionné à être sédentaire. Ce qui explique d'ailleurs toutes les religions de l'Inde et tout ce qu'on sait sur ce sujet. J'y suis revenu dans plusieurs vidéos et j'y reviendrai. Le problème de l'Europe, en particulier de l'Europe occidentale et orientale, en fait de ce centre européen, c'est qu'il est constitué de personnes qui n'ont pas de caractère civilisationnel fondé depuis l'ère des mégalithiques. Donc on a une race
Alors, dans ce troisième point, il y a un A, un B et un C. Alors, petit A, on va voir exactement pourquoi c'est l'Occident seulement qui a été affecté en particulier par cette révolte des Kshatriyas et pourquoi ça a amené la situation actuelle avec les Édomites qui ont été aidés par le nomadisme dévié des Khazars, c'est tous ces Ashkénazes qui ont apostasié. Comment ces Édomites-là, qui sont des Sémites fous, en fait, ont monté cette espèce de projet fou d'empire romain, enfin d'empire grec, puis d'empire romain, et maintenant d'empire anglo-américain, avec ce projet de gouvernance mondiale. En réalité, c'est parce que les Occidentaux, contrairement aux autres races, entre guillemets, c'est des gens qui, depuis longtemps, n'ont pas eu de civilisation. Donc, les Occidentaux, ils ont toujours eu un caractère assez mêlé, hein, plus proche du nomadisme que de la sédentarité, ce qui n'est pas le vrai des Africains, qui sont vraiment les experts de la sédentarité, des Américains du Sud ici, des Chinois, par exemple, ou de l'Inde, à cause notamment de questions, la Chine parce qu'elle était isolée, l'Inde pour des questions géologiques, puisque le continent vient de l'hémisphère sud et qu'on est plutôt conditionné à être sédentaire. Ce qui explique d'ailleurs toutes les religions de l'Inde et tout ce qu'on sait sur ce sujet. J'y suis revenu dans plusieurs vidéos et j'y reviendrai. Le problème de l'Europe, en particulier de l'Europe occidentale et orientale, de ce centre européen, c'est qu'il est constitué de personnes qui n'ont pas de caractère civilisationnel fondé depuis l'ère des mégalithiques. Donc on a une race qui est, à proprement parler, si on veut parler en termes racial, inférieure. La race blanche est inférieure à toutes les autres races, que ce soit la race rouge, la race noire ou la race jaune. D'où son complexe d'infériorité, d'où sa violence, son besoin de s'imposer sans intellectualité par la violence brutale, par les crimes, la colonisation. Voilà, j'ai eu Vitowski, pardon. Voilà, donc, je dis toujours par les avoirs, les nomades déviés. Donc, surtout quand ils essaient de se sédentariser, ils finissent brûlés. Mais j'y reviendrai sur cette question. Donc, l'Occident est avant tout, à cause de sa faiblesse intellectuelle, à cause du fait qu'il s'est un sang mélangé, assez dégénéré. Il faut dire que la race blanche, c'est une anomalie génétique, c'est l'albinisme. Et donc, on a en Europe un concentré de races dégénérées. C'est particulièrement vrai sur les très blonds aux yeux bleus, notamment tout ce qu'il y a dans cette sphère orientale, qui sont des gens qui sont issus d'Asie centrale et qui sont vraiment génétiquement très typés, très dégénérés. D'ailleurs, dès qu'on les croise avec une autre race, eh bien, ils disparaissent. Vous croisez un blanc avec n'importe quoi, c'est pour ça qu'il y a environ une trentaine à une quarantaine de millions d'Indiens et de Pakistanais, d'Afghans qui vont remplacer les Polonais. Ils en ont très peur parce qu'ils vont être dissous génétiquement, grâce à Dieu, par la génétique indo-européenne, parce qu'il faut vraiment en finir avec ces peuples de dégénérés qui sont issus des Édomites. Et les exterminer en les noyant génétiquement, parce qu'évidemment on n'est pas comme eux qui ont exterminé les juifs ashkénazes, on construit pas des camps de concentration, on vaccine pas et toutes ces choses-là. Nous, notre instrument de travail, c'est l'amour, c'est la persuasion et puis c'est l'union au nom de l'amour. Donc on a des millions de migrants, grâce à Dieu, du monde indo-européen, en particulier pakistanais, qui vont émigrer vers cette partie de l'Europe, Ukraine, Pologne, etc., Allemagne, et qui vont les dissoudre génétiquement pour les voir disparaître, parce qu'ils ne laissent pas quand même une très sympathique trace dans l'histoire. Donc ces gens-là vont disparaître. Voilà. Même s'il y a toujours des idiotes pour se vendre leur cul à des dégénérés pareils et faire de la racaille, il y aura toujours de la racaille de dégénérés, c'est comme ça, mais bon, ça n'a pas être une grande importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette race blanche, elle est inférieure d'un point de vue de l'intellectualité, elle n'est pas capable d'orienter des concepts métaphysiques. Du point de vue artisanal et industriel et agricole, il n'y a rien qui s'est créé en Europe, tout a été copié ailleurs. Tout a été copié notamment par la Chine, tout est revenu par le monde arabe. C'était principalement des peuplades de nomades, adeptes du nomadisme dévié, et ils ont gardé cette mentalité du nomadisme dévié, c'est-à-dire la radia et la sorcellerie. Les hommes la radia, les femmes la sorcellerie. Il y a eu plusieurs tentatives de sédentariser les Occidentaux, mais ça n'a jamais bien fonctionné parce qu'il y a cette infériorité intellectuelle et que la noblesse a du mal à s'y fixer d'un point de vue sédentaire et elle devient assez facilement ignoble, elle repart dans le nomadisme. On a vu d'ailleurs que c'est justement à cause de cette tendance-là qu'a pu apparaître, petit b, l'inversion cartésienne. Donc je vous ai expliqué plusieurs fois ce sujet, mais je vais y revenir maintenant au tableau comme de coutume. Un deuxième point sur lequel, ou un point B sur lequel je souhaite maintenant revenir, c'est l'inversion cartésienne. Alors c'est un point que j'ai souvent traité. En réalité, dans les sciences traditionnelles, on distingue l'esprit, ce qui est lié à la métaphysique, c'est-à-dire à la spirale des luminaires et des planètes et des constellations sous notre tête, ça pourrait parler de la spiritualité, notre corps, qui est une combinaison des 4 éléments et qui est assez illusoire, et puis entre les deux, notre âme,
qui est animé à la fois, qui est une animation des éléments, qui sont assez impersonnels, qui est animé par les caractéristiques astrales qui vont donner notre âme. Voilà. Descartes, il a inversé ça, donc l'âme est devenue éternelle et elle a été dotée d'un esprit. Donc à la fois, il y a un esprit irrationnel, celui qui est tourné vers l'âme, les choses métaphysiques, et que ça, c'est complètement irrationnel, il n'y a rien à y comprendre, c'est complètement illusoire. Et puis l'esprit rationnel, c'est celui des fils de paysans qui ont passé leur vie au cul de leurs vaches pendant des générations et qui n'ont aucune idée de ce que peut être un clergé, la religion et la métaphysique, qui vont faire des mathématiques profanes, de la science profane, des savoirs, et qui vont développer ce qu'on appelle l'esprit rationnel. Alors, comme ils comptent leurs vaches, ils vont se mettre à compter les atomes, ils vont se mettre à compter les molécules, ils vont se mettre à compter les individus, mais chez eux, c'est un point de vue qui est complètement matérialiste, qui prend ce que la réalité, c'est la matière, alors que la matière n'est qu'illusion, la réalité, elle est métaphysique, et c'est des gens qui vont se mettre principalement à compter tout, à compter leur argent, à compter les atomes, à compter les molécules, c'est le tableau de Mendeleev, c'est des gens qui comptent, voilà, d'où physique quantique, c'est-à-dire tout est ramené à des questions de quantité et jamais de qualité. C'est-à-dire que le paysan qui occupe sa vache, il va compter le nombre de ses vaches, c'est ce qui va le satisfaire, indépendamment du fait qu'il y ait des vaches de bonne ou de mauvaise qualité. Bon, eh bien, ça n'intervient pas chez lui, c'est un point de vue complètement matérialiste, qui est basé sur la quantité de vaches qui est possédée par le vacher. En plus, le vacher n'est même pas lui-même propriétaire et le service d'un seigneur. Mais ça, il a sans doute oublié, la noblesse ayant disparu. Voilà. Donc, ce point de vue, donc un esprit irrationnel qui est orienté vers l'âme éternelle et un esprit rationnel qui est orienté vers la matérialité, les mathématiques et la physique profane et la chimie profane et la biologie profane. C'est un système complètement quantitatif que René Guénon a très bien décrit dans un ouvrage qui s'appelle « Le règne de la quantité et les signes des temps ». Or, c'est sur la base de cet esprit rationnel et de cet esprit irrationnel que s'est développé ce que j'ai appelé le triangle freudien. Je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça. C'est-à-dire que Freud nous explique que notre ego, c'est un soi, en soi, nous sommes notre ego, cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est ce qu'a dit Descartes, et que cet ego, il est doté de vitalité, il a le désir de vivre, et la vie, et puis pour vivre bien, il doit avoir, et pour continuer à vivre, il doit se reproduire. Donc c'est les deux pulsions principales, la pulsion vitale de Freud, et puis la pulsion sexuelle, qui va être plus ou moins amplifiée d'ailleurs par différentes techniques, c'est-à-dire on fait passer de l'électricité dans l'environnement d'un individu d'une façon ou d'une autre pour augmenter sa vitalité et augmenter sa libido. C'est grosso modo ce que fait la psychotronique. La psychotronique, elle va augmenter la quantité d'énergie électrique et électromagnétique qui est présente dans votre entourage et dans votre corps, en agissant sur les molécules de fer qui ont à l'intérieur de votre corps et les matites. Ça va engendrer chez vous de la confusion mémorielle, mais ça va augmenter votre libido et votre vitalité. Généralement, les gens qui sont psychotronés, ils ont beaucoup de tonus au niveau psychique, ils ont beaucoup de libido, ils veulent baiser. Là, c'est quand ils rentrent dans l'expression répressive. Mais il y a des gens qui rentrent dans l'expression dépressive, c'est-à-dire ils vont plus avoir de sexualité, ils vont plus avoir aucun tonus au niveau psychique, la psychotronique et le champ électromagnétique va les asseoir, ils deviennent de plus en plus calmes et ils deviennent de plus en plus inexpressifs. Donc, Donc, la vitalité, elle fonctionne dans les deux sens, en excès ou en carence, ainsi que la libido, elle peut être en excès ou en carence. Freud a basé tout ça sur les mémoires, et le travail a été approfondi par William Reich, dont on va maintenant parler, à propos des 5 cuirasses. Donc, Freud nous dit qu'en réalité, notre ego, il s'est constitué parce que nous avons eu des traumatismes et que c'est ces traumatismes qu'on doit observer pour renforcer l'ego. Donc on trouve le schéma que je vous avais fait ici, le triangle de Freud. Donc on a à la fois nos mémoires et nos traumatismes avec ces 5 cuirasses corporelles de rigidité autoritaire qui vont alimenter notre ego. Alors d'où l'idée d'avoir un ego naturel ou de fabriquer des égos synthétiques par la suggestion, par l'hypnose. Et puis, ça va alimenter notre ego, va s'exprimer par notre tonus, votre vitalité psychique, et puis notre libido. Alors tout ça, on va le modifier avec la psychotronique, puis avec l'orgonothérapie de William Reich, sur lequel je vais revenir. On est là complètement à l'opposé du système traditionnel, puisque le système traditionnel nous permet d'incorporer notre divinité,
véritablement qu'il va se substituer à notre moi mondain, notre ego mondain, pour effacer les mémoires ou le péché qui est à l'intérieur de notre corps. Et grâce à cet effacement des mémoires, on va avoir un équilibrage ou une baisse du tonus, mais en tout cas un équilibrage du tonus et un équilibrage de la libido. C'est ce que propose notamment le bouddhisme dans la technique de Vipassana. J'ai mis baisse, mais... J'ai mis baisse, mais je devrais plutôt mettre équilibre. Hein, c'est équilibre. J'essaie de trouver le feu. Voilà, excusez-moi. Donc, on a très bien ici un équilibre du tonus. Cet équilibre du tonus et de la libido, il se fait par les techniques d'incorporation de la divinité dans le bouddhisme, d'effacement des champs de mémoire, et puis d'équilibre du tonus et de la libido par Vipassana. On est exactement dans un système, c'est pour ça qu'il faut adopter Bouddha et qu'il faut abandonner Freud, parce que Freud ne se base que sur les mémoires traumatiques, et ces 5 cuirasses qu'il veut absolument détruire, ces 5 cuirasses de protection, pour alimenter l'ego, complètement délirant, et augmenter, j'ai mis le tonus, mais on pourrait le remplacer tout à fait par vitalité, c'est la vitalité psychique, voilà, la vitalité psychique, ou la vitalité toute court, psychosubtile, même psychosubtile, ça serait mieux. La vitalité psychosubtile, voilà, disons la vitalité psychosubtile et la libido. Tout ça, on peut le faire grâce à la psychotronique, à l'organothérapie. Alors, généralement, quand on rencontre des gogols New Age, après avoir travaillé dans la raja et leurs femmes dans leur sorcellerie, quand ils sont à la retraite et quand ils se sédentarisent un petit peu plus, eh bien, ils sont toujours intéressés par ce genre de choses. C'est ce qu'a fait le professeur Rocard, le père de Michel Rocard, le Premier ministre. Il avait un père, dont le prénom m'échappe, mais qui a étudié la radiesthésie, toutes ces choses de vibration, d'un point de vue complètement quantitatif. D'ailleurs, je vous invite à relire René Guénon, Le règne de la quantité et le signe des temps, et vous allez voir de quoi il s'agit. En réalité, c'est des gens qui sont complètement dans l'infatuation égotique, à tel point que leur ego va rentrer dans le domaine de l'initiation, c'est-à-dire dans le domaine subtil et le domaine des symboles. Or, ce domaine subtil, ils vont y rentrer en quelque sorte d'un point de vue matérialiste, d'un point de vue de la physique quantique, comme une espèce de viol et de profanation. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est un usage profane et des symboles et de la vitalité. Alors, c'est un jeu qui n'en vaut pas absolument pas la peine. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de réalisation, si vous n'avez pas eu d'éveil spirituel authentique, si vous n'avez pas de réalisation métaphysique, vous n'allez certainement pas aller vers la libération, vous allez aller vers le pire des esclavages, c'est-à-dire de développer un ego spirituel. Et cet ego spirituel, il mène directement en enfer par une mécanique qui est extrêmement simple lorsqu'on se rapporte à la gnose et sa description du cosmos. Évidemment, pour le comprendre, il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut d'abord accepter de faire le point sur ses ancêtres et la façon dont on a orienté sa vie. Et puis ensuite, de savoir si on a reçu ou non des initiations. Et ces initiations nous ont permis de nous libérer. Or, la plupart des gens qui ont fait une vie complètement matérialiste, une fois qu'ils sont à la retraite, ou même avant, eh bien, ils s'occupent d'histoires de bonnes femmes, c'est-à-dire principalement d'histoires de sorcellerie. C'est-à-dire, après avoir passé la vie dans la razzia, ils s'intéressent à la sorcellerie, et ils vont essayer de se piquer d'ésotérisme, et ils sont très contents de faire de l'eau diamant, de faire 10 doigts, 11 doigts, je regarde de loin, je suis fort. C'est des techniques pour enfants, hein. C'est ce que l'Inde appelle les siddhis, c'est-à-dire les gens qui sont incapables de rentrer dans la spiritualité véritable, ils vont s'arrêter en cours de route pour 2 choses. D'abord, ils vont être obnubilés par la vitalité, c'est-à-dire rester jeunes, rester en bonne santé, et puis accéder au domaine subtil. Et puis, ils vont être obsédés par la libido. Alors, généralement, avec l'âge, ils ont des bonnes femmes qui leur ferment le lit, donc ils vont se trouver des maîtresses, c'est ce qu'on appelle le démon de minuit. Donc, il y a un démon de minuit qui est lié à la libido, mais il y a aussi un démon de minuit qui est lié à la vitalité. C'est tous ces vieux qui ne veulent pas mourir et qui veulent avoir accès à l'énergie vitale sans avoir ni éveil spirituel, ni réalisation. Alors, c'est très dangereux parce que c'est le domaine mémoriel, et c'est le domaine dans lequel ils vont s'enfermer jusqu'à y être brûlés en enfer. Et c'est celui dans lequel est tombé, malheureusement pour lui, le pauvre William Reich, qui a absolument généré une catastrophe en Occident, puisque après avoir déréglé la libido des Occidentaux avec Freud, eh bien, il s'est mis à dérégler leur vitalité avec l'organothérapie.
thérapie. Donc c'est le bon moment pour parler de William Reich, que j'ai souvent traité de nomade dévié et d'assassin. C'est un communiste freudien qui ensuite va se mettre au service du capitalisme et du nouvel ordre mondial, mais qui, à une époque où les États-Unis sont pas encore prêts, va avoir affaire aux autorités américaines. Il est vrai que s'il venait maintenant, il serait accueilli à bras ouverts, mais à l'époque où il s'est manifesté, il a rencontré une forte opposition parce que les États-Unis étaient encore démocrates, encore bien structurés par la franc-maçonnerie, et qu'on avait très bien compris ce que voulait ce personnage et où il voulait amener les Américains. Sauf que maintenant que c'est fait, et d'ailleurs il sera consacré une vingtaine d'années après sa mort comme étant un des grands héros du New Age et du mouvement révolutionnaire sexuel qui a foutu par terre complètement les États-Unis et la démocratie américaine. On voit ça maintenant. La tentation des pouvoirs magiques, c'est ce qu'on appelle en Inde la tentation des siddhis. C'est quelque chose dans lequel se font avoir absolument systématiquement les gens qui sont pas prêts pour l'initiation. Et c'était le cas de Sigmund Freud. Sigmund Freud, il avait voulu être initié à la Kabbale. Il a été enseigné par des maîtres kabbalistes qui ont compris qu'en fait il était cinglé et que c'était un détraqué sexuel. Il a été toute sa vie, il a cumulé les maîtresses dans une quantité absolument astronomique, notamment ses patientes. Il est masturbé jusqu'avec le bras. Enfin, l'histoire de la psychanalyse freudienne en Autriche, c'est vraiment une histoire horrible, absolument abjecte. En Angleterre aussi, les femmes étaient considérées comme hystériques et les psychiatres les masturbaient avec le bras, ce qu'a fait Freud à de nombreuses patientes. Et les asiles d'aliénés étaient des endroits où ils expérimentaient toutes sortes de produits chimiques et de techniques. D'ailleurs, le Largactil, qui est un anti-allergique, a été donné dans les hôpitaux psychiatriques aux allergiques. On s'est aperçu que ça les faisait taire. Tout simplement, c'est un dérivé du chlore. En chlorant leur intestin, ils arrêtaient d'être torturés de l'intérieur, et notamment par des entités viscérales, ils se taisaient. Donc là, sont arrivés les benzodiazépines et tout ce qui a suivi par la suite, que les pharmaciens connaissent bien, qui est en réalité un dérivé du chlore. Alors, qui était Wilhelm Reich? C'était un communiste autrichien. Il est dans un endroit qui est actuellement le nord de l'Ukraine. C'est un juif apostat, comme toute la clique. Voilà, c'est un khazar d'origine qui a apostasié le talmudisme. Alors, quand les khazars sont talmudistes, ils posent pas de problème. C'est des gens charmants. Il y a une très grande spiritualité ashkénaze. Mais le fait est, c'est qu'il a apostasié pour devenir communiste. Sentant ce qui va venir en Allemagne et en Autriche pour les communistes et pour les freudiens, il décide d'immigrer aux États-Unis, où il va écrire un certain nombre de livres sur la psychologie des foules du fascisme et puis sur les analyses du caractère. Alors, il met en évidence que les sociétés nationalistes, comme l'Allemagne nazie, reposent sur des figures d'autorité. Alors plutôt que de faire le constat que les figures d'autorité chrétiennes, elles ont été spoliées par le nationalisme, c'est-à-dire qu'autrefois il y avait le pape, il y avait le roi, il y avait l'empereur qui était au-dessus des deux, puis il y avait la structure traditionnelle. En réalité, il y a une spoliation, c'est-à-dire que le clergé a dégénéré, la noblesse s'est mal comportée, a été spoliée, notamment avec Philippe le Bel, et que ces institutions, ces figures d'autorité, elles sont bonnes, elles sont utiles, qu'il faut surtout pas les détruire. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient dans les mains de personnes légitimes, ce qui n'est pas le cas à notre époque. Pourtant, William Reich a décidé de continuer lorsqu'ils étaient aux États-Unis. Et alors que Freud s'était vraiment intéressé à la libido et à la sexualité, lui va s'intéresser à la vitalité. C'est-à-dire, Freud a fait des Occidentaux des détraqués sexuels et qui ramènent tout au sexe. Et Reich va ramener les Occidentaux à la vitalité et tout ce qui se ramène à la vitalité. Il est d'ailleurs la personne qui a fait passer de la pulsion sexuelle à la pulsion vitale, l'élan vital, qui sera un des fondamentaux du New Age. Alors évidemment, la pensée de William Reich, elle a été récupérée dans le mouvement 68-70, lorsqu'il s'agit de déséquilibrer les campus américains traditionnels de la franc-maçonnerie, qui étaient très bien structurés au service de la démocratie, par le communisme. Ça a été fait par la CIA notamment. Et puis ensuite, le communisme est associé de la libération sexuelle tout azimut, qui a fini dans l'épidémie de sida. Et puis dans cet élan vital, ce culte de la vitalité, qui va finir dans la psychotronique, c'est-à-dire avec des campus complètement mis sous transe psychotronique, avec des champs électromagnétiques pulsés qui viennent des antennes de téléphonie mobile ou de spots de diffusion et des suggestions. Alors on est vraiment là au cœur de l'instrument de contrôle du monde moderne, c'est-à-dire contrôler non seulement son immunité, mais sa vitalité d'un point de vue artificiel. Donc on lui a donné de la nourriture industrielle infâme,
Donc les individus sont complètement dévitalisés, donc on va les gaver d'électricité pour les faire réagir. D'ailleurs, une des choses qu'avait bien vu Rudolf Steiner, c'est que à chaque grande campagne d'électrification correspondait une vaste épidémie au niveau mondial. Ça a été vrai à chaque fois, au lendemain de la guerre de 14, dans les années 50-70. À chaque fois qu'on a touché à l'espace ou à chaque fois qu'on a touché à l'électricité, c'est-à-dire à la ionosphère et la constante de Schumann et à l'électricité au niveau terrestre, eh bien, on a eu des grandes vagues d'épidémies et on a eu des dérèglements comportementaux dont fait partie la révolution sexuelle de 1968, mais tout le mouvement New Age. Alors, laissons de côté donc Freud et le freudisme, j'y reviendrai, et intéressons-nous à Wilhelm Reich. Donc Wilhelm Reich, il s'est aperçu que l'être humain, il avait un champ vital, et que ce champ vital, le champ psychosubtil, disons le champ subtil, eh bien, il était déterminé par 5 grands centres énergétiques qui vont créer 5 carapaces émotionnelles qui vont structurer l'individu et qui correspondent en réalité aux 5 éléments et puis aux 4 castes, puis celle de l'empereur. Voilà, tout ça, c'est à l'intérieur de notre corps. Or, Reich, qui a compris que dans les systèmes fascistes, on parodiait tout ça sur le mode nationaliste, a décidé d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, après la parodie, c'est la destruction. Pendant le carnaval, on parodie toute la société, puis après on brûle le bonhomme hiver. Donc la volonté de Reich, c'est d'amener les êtres humains à être brûlés, véritablement les amener dans l'enfer psychotronique. Et il est passé de la conception de Freud de la libido à une conception de la vitalité par l'orgasme, le grand orgasme cosmique. C'est pour ça que j'ai vidé les olives du réré et que je me suis mis à avoir des hallucinations psychotroniques grâce à sa sorcière et qui m'avait encodé. Donc, comme vous le savez, je ramène toujours à notre éco-village, je vise personne en particulier, mais on a quand même des cas psychiatriques lourds. Et des gens qui sont vraiment en opération sur le territoire brésilien au service des psychopathes de razzia et de sorcellerie, les Khazars et les Islamites de l'hémisphère nord, qui sont ici au Brésil en train de mener des opérations de services secrets, comme s'ils étaient en terrain conquis, en terrain colonial. Et donc on a cette espèce de ces 3 psychopathes qui sont vraiment une caricature du triangle freudien, c'est-à-dire des gens dont la libido est déréglée, dont la vitalité est déréglée par des exercices de CD, de recherche de pouvoir, qui ont renforcé un ego spirituel et qui sont complètement sous l'influence des mémoires, soit leurs mémoires naturelles, soit les mémoires qui leur sont imposées. Or, Reich avait compris qu'il y avait beaucoup de résistance intérieure à la psychotronique et que la vitalité intérieure d'un être humain, elle était contrôlée par sa tension musculaire. Et son objectif, ça a été de détruire la vitalité naturelle pour la mettre sous contrôle artificiel avec ses machines à orgon, et puis de détruire ses cuirasses psychiques et musculaires pour faire de gens des pantins. Donc, pour y parvenir, il est parti du fait, comme Freud, que la sexualité traditionnelle, elle était génitale et reproductrice, et il a voulu la remplacer par une sexualité artificielle qui allait renforcer la vitalité, qui allait laisser la libido complètement déréglée s'imposer, augmenter la vitalité et augmenter les mémoires pour infatuer l'ego. Donc évidemment, comme les freudiens, comme les nazis et comme les communistes, Wilhelm Reich est homophobe et il est antisémite. C'est-à-dire les propos qu'il tient sur les juifs, sur le judaïsme sont absolument scandaleux, relèvent du domaine de la loi. Les propos qu'il tient sur les francs-maçons aussi d'ailleurs, sur la franc-maçonnerie traditionnelle. Les propos qu'il tient sur les homosexuels. Il pense que l'homosexualité est une monstruosité, que les homosexuels devraient être castrés chimiquement, ce qui a été fait d'ailleurs avec l'inventeur de l'informatique Alan Turner, qui est l'inventeur du premier ordinateur et qui a mangé une pomme empoisonnée, qui a été assassiné par le service secret britannique. C'est grâce à lui que les Alliés ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Voilà d'ailleurs la récompense qu'il y a quand on met au service de ces gens-là. Alors pour lui, il y avait 3 choses qu'il voulait détruire, c'était l'homosexualité, la pornographie et puis le roman policier. Donc ça, c'est des trucs qu'on retrouve d'ailleurs chez les adeptes de la psychotronique. Je l'ai vu à Luxembourg. Je sais pas par qui ils sont formés en matière de psychanalyse et de psychologie, mais il y avait ces 3 tendances, des gens qui sont absolument contre l'homosexualité, des gens qui haïssent la pornographie, qui est un spectacle comme il est, c'est un spectacle antique, la pornographie elle est représentée jusque dans les bas-reliefs des grottes, mais c'est comme ça, et ils détestaient le roman policier et les romans d'anticipation, pour une raison simple, c'est qu'ils pensaient que les êtres humains étaient des machines et qu'on pouvait les programmer, y compris par rapport avec un roman. Or, voir un film ou lire un roman, c'est souvent d'ailleurs pour se relaxer, c'est pour penser à autre chose, s'évader.
Et donc, il voulait enlever ces moyens d'évasion qui étaient pour les hommes l'homosexualité, qui les permet de s'évader de la fonction reproductrice et, dans le cadre du banquet grec, de pouvoir parler, traiter philosophie. La pornographie, qui a toujours été un divertissement au cours de l'histoire. Et puis le roman policier, parce qu'en mettant en scène des crimes, etc., souvent ça permet de se libérer de ses tensions intérieures, de sa volonté de faire du mal. On s'aperçoit que c'est juste un roman, que c'est ridicule, et puis on passe à autre chose. Ce qui est intéressant chez William Reich, c'est que comme Rudolf Steiner, dont il s'est en partie inspiré pour son histoire de vitalité, on est là dans tous les mouvements qui sont nés dans les milieux ashkénazes apostats dans l'entre-deux-guerres, donc le nationalisme, le courant vitaliste, la vie chez l'autre cinglé de Suisse, où on a une espèce de sexualité atmosphérique en réalité. C'est-à-dire pour William Reich, la vitalité de l'être humain et sa sexualité, elle était en rapport avec les phénomènes atmosphériques. Donc quand il y avait des orages, on baisait plus, des histoires à dormir debout. Alors c'est pas forcément faux qu'il y ait une interaction entre les phénomènes atmosphériques, la constante de Schumann et le comportement des mammifères, mais en tout cas pas comme il l'entendait. Donc sur l'existence de 5 cuirasses à l'intérieur de l'être humain, il s'est basé sur une découverte scientifique et de l'époque, qui est la découverte des fascias, qui est un système en fait qui soutient les organes, et le fait qu'ils sont en vibration au rythme de l'électromagnétisme ambiant, en particulier de la constante de Schumann et des phénomènes intérieurs de l'écorce terrestre. Et en réalité, quand ces fascias résonnent très mal, ils favorisent le terrain inflammatoire, et c'est sur la base de cette inflammation des intestins que se développent les pathologies mentales, de l'inflammation du cœur que se développent les maladies à proprement cardiaques, et de l'inflammation du cerveau que se provoquent les maladies qui sont les maladies proprement nerveuses, comme l'épilepsie, etc. Donc il y a des choses qu'a compris William Reich, sauf qu'il les a systématiquement interprétées comme ce qu'il est, c'est-à-dire un juif apostat et un communiste, qui est passé au service du système américain. Alors, il n'a pas été tout de suite au service du système américain, parce que le système américain, à cette époque-là, il voulait la collaboration des fascistes, et qu'il a vu d'un très mauvais œil les critiques faites par William Reich des cuirasses, de la personnalité de l'État fasciste, puisqu'on était là dans la grande falsification. Mais 30 ans après sa mort, 25 ans après sa mort, William Reich a été complètement le héros de la CIA et de la psychotronique, puisque la psychotronique, elle a repris tous ces concepts, c'est-à-dire l'augmentation de la vitalité, l'augmentation de la libido, ou la stérilisation par la psychotronique et l'assujettissement, la faiblesse des gens par la psychotronique, avec l'augmentation des mémoires ou la création de mémoires, et puis le développement d'un ego comme d'une immunité complètement artificielle avec des hommes pantins. Alors dans le cadre traditionnel, notamment dans le cadre du bouddhisme, on est exactement en sens opposé, c'est-à-dire que on est dans l'incorporation de la divinité, la dissolution de l'ego mondain, avec un effacement des mémoires, cet effacement du péché que propose Jésus, puis un équilibre du tonus et de la libido, notamment par la méditation vipassana qui est provoquée par le Bouddha. Dans le christianisme, c'est Jésus qui impose les mains, qui ramène la divinité, l'Esprit Saint à l'intérieur des personnes, qui efface leurs péchés, leur mémoire, et ça se corrige au niveau de leur équilibre fonctionnel, c'est-à-dire ils guérissent aussi bien de leurs tendances mauvaises liées à la libido ou de leur absence de vitalité, ce qui a provoqué les maladies. Donc on a véritablement dans le triangle freudien et dans les techniques d'orgonite de William Reich et la psychotronique qui en a suivi, véritablement la sphère de l'antéchrist, celle qui prépare la venue du fils de l'abomination et de la grande parodie finale. Une prochaine vidéo, ça sera la 3e de ce cycle, nous allons parler des Freiks de Denver International Airport, puisque ce qui est prévu, c'est la destruction de l'État d'Israël par la Russie et l'Iran, une forte migration des Juifs, c'est le deuxième piège vers les États-Unis. Et là, ce qui les attend, c'est une incroyable falsification. C'est à la fois le système de DUB, des Defense Under Earth, je sais plus quoi, DUB, voilà, j'essaierai de retrouver l'acronyme exactement. Et puis, un espèce de projet amazonien délirant qu'on avait déjà trouvé dans les fresques de Bank of America et qui est vraiment présenté dans le détail dans les fresques de Denver International Airport. Vous voyez, on prépare un très très mauvais coup pour le peuple juif, en particulier les Ashkénazes qui ne sont pas laissés séduire ni par exterminer dans les camps de concentration ou
séduire par le sionisme, on leur prépare en Israël, on leur prépare un très très mauvais coup aux États-Unis, avec les dubs et puis tout le programme qu'il y a derrière des sachets de protéines. Et puis, il y a une espèce de délire amazonien, transamazonien, sur lequel je vais revenir dans le détail, mais il faut toute une vidéo d'environ 30 minutes, pour 25 à 30 minutes, pour pouvoir voir le tour. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Voilà. À très bientôt, au 3e épisode qui arrivera dans les jours à suivre.